autonome de Douala. Je commence par Jean-Baptiste Anvouna Atemengue. Jean-Baptiste, beaucoup s'accordent à dire qu'il s'agit là de l'imbroglio au sujet du scanning du côté du port autonome de Douala. Le port autonome de Douala contre la société SGS qui exerçait de ce côté. Et on a appris du côté de la présidence de la République qu'au regard du conflit qui est né, les parties prenantes ont été convoquées du côté du palais présidentiel pour s'accorder. Et sur haut accord du président de la République, il a été décidé que la société SGS se mettait de côté au profit de la société transatlantique. Grande a été notre surprise 2 à 3 jours plus tard et qu'une autre concertation se tienne également du côté de la primature, celle-là dirigée par le Premier ministre chef du gouvernement qui disait plutôt qu'il n'en est rien. La société SGS reste. Beaucoup pensent que le Premier ministre est venu recadrer le président de la République. Jean-Baptiste Anvouna Atemengue, vous qui êtes du RDPC, quelle est l'analyse générale que vous faites de cette actualité du côté du port autonome de Douala? Oui, l'analyse générale que je pourrais faire, c'est que votre dernière conclusion, le recadrage du président de la République par le Premier ministre... Ça n'a pas tout l'air au regard des faits? Ce n'est pas possible. Moi, je parle des faits. Non, ce ne sont pas exactement ça, à mon humble avis, hein, parce que je ne suis pas dans le milieu, mais... On va entrer dans les détails tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un chef d'État qui a beaucoup de collaborateurs, lesquels collaborateurs peuvent ne pas être d'accord sur un sujet, mais le dernier mot revient et reviendra toujours au chef de l'État. C'est lui qui décide en dernier ressort, surtout dans un État où nous sommes habitués au recours, parce que les gens parlent de centralisation au Cameroun, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de désaccords à des échelons inférieurs de celui de la présidence de la République et que chacun a toujours tendance à aller rechercher son très haut arbitrage. Donc, je pense que pour de tels dossiers sensibles, c'est son très haut arbitrage qui importe. Que ce très haut arbitrage passe par tel ou tel collaborateur, mais c'est toujours le chef de l'État qui arbitre et qui arbitrera en dernier ressort. Pour ce dossier précisément, je ne pense pas que d'après les comptes rendus que moi j'ai lus à distance, les deux réunions ne sont pas si opposées que ça. Vous êtes sérieux là, monsieur le maire? Si, parce que à la présidence de la République, au secrétariat général précisément, je crois qu'une solution une réunion qui avait rassemblé tous les acteurs, évoquait une possibilité de transition, de travail en partenariat, même si cette réunion privilégiait le remplacement total à l'issue de cette transition. Et je pense que le Premier ministre aussi, sa réunion aboutit à une transition qui permettrait à la société actuelle de poursuivre jusqu'à la fin de son contrat qui a été anormalement retardé, d'ailleurs il faut le préciser, donc de poursuivre ses activités tout en laissant la possibilité au directeur général du port autonome de Douala de faire de nouvelles propositions au gouvernement pour que la nouvelle société prenne en charge des nouveaux pans d'activité qui ne sont pas pris en charge par la Société Générale. Donc les deux réunions ne sont pas si opposées que ça en termes de résolution. Le problème étant de trouver un juste milieu parce que là aussi, il faut être vraiment, avoir tous les arguments de tous ses collaborateurs, du Premier ministre et du chef de l'État, puisque il y a un risque juridique. Si le contrat est abusivement résilié, interrompu, il y a un risque juridique pour l'État. Les manquements relevés contre le prestataire actuel, est-ce que ces manquements, si on y remédiait, le gain pourrait être plus élevé que les risques juridiques? Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, il y a aussi le fait que, effectivement, le directeur général actuel du port autonome de Douala a une logique, une politique d'autonomisation des activités, de nationalisation des activités autant que possible depuis qu'il est là.
C'est une noble cause, mais bon, comme nous sommes encore obligés techniquement de travailler avec des partenaires étrangers, il faut voir dans quelle mesure il ne faut pas non plus les frustrer et peut-être à la fin repousser certains investisseurs étrangers qui seraient attirés par les atouts du Cameroun. Je pense que c'est le chef de l'État qui va arbitrer en dernier ressort s'il y a encore polémique. Je vois que tout ce week-end, c'est le sujet qui est à l'ordre du jour partout. Il est possible que le chef de l'État ait donné de nouvelles instructions au Premier ministre. Le Premier ministre ne peut pas réunir tous ces acteurs sans accord et prendre des résolutions sans l'accord du chef de l'État, de son patron. Et je pense que si il faudrait encore ajuster les résolutions de cette réunion, le chef de l'État va le faire incessamment pour que l'activité reprenne pleinement au port de Douala, parce que c'est un lieu stratégique où l'État attend beaucoup de ressources, où l'économie attend beaucoup de ressources aussi, et il faut bien qu'il y ait une fluidité totale à ce niveau. Merci Jean-Baptiste Anvouna Temungue, pour être sûr que nous sommes au même niveau de compréhension. Nous avons une panoplie de correspondances concernant cette folle actualité au Cameroun. Je prends donc l'une des correspondances les plus partagées du moment. C'est celle venant du chef d'état-major particulier du président de la République. La correspondance est adressée à monsieur le ministre des Transports, même s'il faut relever que la même correspondance a été adressée à certaines autres personnalités de la République, notamment au MINDEF, au MINFI, pour ne prendre que ces cas. Alors, objet, mise en œuvre complète de la composante 100% scanning des marchandises dans le cadre du projet de sécurisation du port autonome de Douala, PAD. Référence lettre numéro 26-004-LE-SCT-PR du 13 janvier 2026. Monsieur le ministre, faisant suite à la correspondance ci-dessus référencée, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, chef des forces armées, a bien voulu marquer oui à la proposition sollicitant que la société SGS quitte définitivement l'emprise portuaire du port autonome de Douala afin d'éviter le sabotage du travail de la société transatlantique DSA. Considération distinguée. Et c'est donc signé du général de division aérienne Amougou Emmanuel. Je passe la parole à Soulé Honoriolo. Lorsque nous avons eu cette correspondance et lorsque nous avons maintenant eu la réunion du Premier ministère, quelle est l'analyse que vous posez? La première analyse, c'est que c'est la bataille des hippopotames. C'est-à-dire, il y a visiblement des clans qui sont en faction rivale pour le contrôle, n'est-ce pas, de cette affaire. Mais il faut quand même aller... Ce que quand vous avez lu cette correspondance du chef d'état-major, particulier du président de la République, qui doit être un homme des armées, à côté, je crois que c'est la même correspondance qui a circulé, qui est arrivée, n'est-ce pas, au PAD par rapport, n'est-ce pas. Bon, en face, il y a la primature avec le Premier ministre. Vous voyez pourquoi je dis que c'est la bataille des Caïmans. Où est le DG du port là-dedans? Parce que l'emballement ou le sensationnel qu'on observe laisse croire que le DG du PAD est un petit rebelle qui évolue, n'est-ce pas, comme un électron libre. Pourtant, lui-même, il est même presque la proie qu'on peut facilement broyer. Vous savez, vous connaissez l'adage, quand les éléphants se battent, ce sont les arbustes qui souffrent. Je pense que si on regarde un peu cette affaire, on sait bien qu'il y a la première réunion qui est tenue à la présidence de la République, à laquelle assiste le DG du PAD. On lui dit, voici les résolutions, voici ce qu'il faut faire.
Il y a la deuxième, comme vous avez indiqué, qui est à la primature, donc il ne prend pas aux deux réunions. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est qu'il agit, n'est-ce pas, sous le couvert du conseil d'administration. Le conseil d'administration a validé le programme, n'est-ce pas, de la création de l'Atlantique. Donc, maintenant, et l'autre chose, quand on apprend que le ministre des Finances ou le ministre des Transports, qu'ils ont annulé le contrat signé avec Atlantique, n'est-ce pas, au bénéfice, n'est-ce pas, du maintien du contrat avec SGS, on se pose aussi une autre question fondamentale. Est-ce que nous avons un acte? Parce qu'il faut, pour annuler un contrat, il faut l'opérationnaliser par un acte. Parce que c'est un acte juridique, c'est-à-dire que c'est un acte juridique. On est capable de vous attaquer devant le tribunal administratif. Est-ce qu'il y a un acte signé du DG du PAD qui montre qu'il a annulé ou alors il a révoqué le contrat de SGS? On ne pense pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, malgré cet emballement, nous savons que la SGS est toujours là. Est-ce que le contrat signé avec Transatlantique, c'est ça qui fait jaser et craindre la SGS? Mais non, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a deux contrats. Jusqu'aujourd'hui, on parle du contrat SGS. Il y a un premier contrat, n'est-ce pas, avec la SGS, un contrat sur, n'est-ce pas, le scanning de toutes les cargaisons qui entrent au PAD. C'est-à-dire qu'il faut avoir une visibilité, tout cela, sur les prix et marchandises. Il y a le deuxième contrat, n'est-ce pas, qui concerne, je crois, la sécurisation des recettes douanières au niveau du PAD. Et il faut comprendre aussi, ce qu'on ne dit pas aussi, que les deux actions entrent dans ce qu'on appelle le projet port sec. Parce que le nœud du problème, c'est le contrôle du projet port sec. Le projet du port sec qui a été aussi validé, signé par le président de la République et validé par le conseil d'administration. Donc nous sommes là dans une sorte de sensation qui appelle les uns et les autres au calme, à la concertation, au dialogue. Ne pas donner l'impression que le Cameroun n'est pas gouverné, ne pas donner l'impression que le confinement physique prolongé du président de la République peut entraîner les uns et les autres à ces batailles, parce que, je chute par là, il a dit, on risque d'avoir un président de la République qui décède du fait, n'est-ce pas, d'un suicide émotionnel. Un suicide émotionnel parce que à son âge, si on se rend compte qu'il est tiraillé à gauche, à droite, et que les uns et les autres, dans la bataille pour le pouvoir, n'est-ce pas, font tout et pour tout pour qu'il n'existe pas, on peut se retrouver à ce que j'appelle un suicide émotionnel. Très bien. Merci Soulé. J'ai une autre correspondance. J'ai dit que nous avons une panoplie de correspondances. Et l'émission d'aujourd'hui, comme celle que nous avons eu à faire par le passé, en pareille circonstance, nous sommes très méthodiques. Donc je vais lire une autre correspondance et je vais passer la parole à François Bikoro pour faire l'analyse à son tour. Et là, je vous amène du côté de la primature. C'est donc maintenant une note du secrétaire général à monsieur le directeur général du port autonome de Douala, PAD Douala. Objet, processus de scanning et des marchandises au port autonome de Douala. Monsieur le directeur général, faisant suite à la réunion interministérielle relative à l'objet submentionné tenu dans ces services le jeudi 29 janvier 2026 et à laquelle vous avez personnellement pris part, j'ai l'honneur de vous répercuter les hautes directives du Premier ministre vous demandant de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reprise par la société SGS Scanning Cameroun SA des activités d'inspection par scanner sur la plateforme portuaire dès le vendredi 30 janvier 2026.
Par la même occasion, le chef du gouvernement vous a invité à bien vouloir engager une procédure régulière, strictement conforme au texte en vigueur, dans l'hypothèse de l'attribution à un autre opérateur des prestations de scanning sur le trafic non couvert par la société SGS Scanning Cameroun SA. Par la présente, j'ai l'honneur de vous rappeler ces hautes directives pour mise en œuvre effective et compte rendu de vos diligences. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma parfaite considération. C'est signé Fouda Séraphin Magloire. Alors, monsieur François Bikoro, nous avons suivi Jean-Baptiste Atomengue qui disait qu'il n'y avait pas un problème de recadrage et que tout allait presque bien. Nous avons donc une première correspondance du chef d'état-major particulier, du chef de l'État, qui dit que le chef de l'État a donné son haut accord pour mettre SGS de côté. Nous avons maintenant cette réunion de la primature avec une correspondance où on dit que SGS reste. J'implore votre sagesse pour le plus grand bien des téléspectateurs. Je voudrais saluer la mémoire de Moussa, Tchouta Moussa Mbatkam. Vous connaissez? Non. Très bien. C'est l'ancêtre des problèmes au port autonome de Douala. L'ancien DG. L'ancêtre des problèmes au port autonome de Douala. Ça s'appelait dragage. Le secrétaire général, la présidente de la République, s'appelle Edouard Titus. Professeur. Ces correspondances ont irradié le corpus opinionnel de notre pays pendant 3 ans. Parce qu'il y avait un petit 3 milliards par jour ou par semaine pour enlever le sable. 3 milliards. Je peux me tromper. Président de la République, Moussa Touta Mbarkam, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle à l'époque. Je salue la mémoire d'Emmanuel Etoudi Oyono. Père son nom. Père son âme. Et là, donc, je prends la première résolution que le chef de l'État a prise. C'est de délaisser le port de Douala au profit du port de Kribi. Et le port de Kribi se meurt au moment où je vous parle. Parce qu'il n'y a pas les voies d'évacuation. Quand j'entends le maire dire l'argent, les milliards qu'on a enterrés à Kribi nous font perdre plus d'argent que les histoires qu'on est en train de vivre, la distanciation, les gens écrivent à gauche et à droite. Quand on veut gagner de l'argent, on prend les dispositions pour que l'argent entre et que tout le monde trouve son compte. Moi, j'aurais vu les apparatchiks de notre pays se mouvoir pour qu'on ne fasse pas 6 heures de temps entre EDA et Kribi. Alors qu'on voulait éviter les 1 heure de temps de Yassa. C'est l'enfer. Moi, j'ai pas dit que c'est l'enfer, je dis que j'aurais vu la République s'émouvoir. Ça me pose un sérieux problème que M. Poulialou m'a rappelé en 2013. Je crois que c'était un discours de fin d'année. Il disait que son gouvernement n'est pas solidaire. On peut nous éviter ce genre de choses. Mais parfois, ici, ce n'est pas ça le plus important. M. Biya, en 2011, à mon vision à Ebolo, a dit la route Ebolo va Kribi, passant par Akom 2, j'y verrai personnellement. Le ministre est encore en fonction. Ça fait combien d'années? Je ne compte pas. Ici. Moi, je ne me lave pas le jour de la pluie. Je me lave parce que je suis sale. Ça pose donc un sérieux problème de la parole présidentielle dans notre pays. Pourquoi nous travaillons pour que la parole présidentielle soit remise en cause à chaque bout de temps et à chaque coin de rue? Quand un président de la République prend un acte, la seule chose qui reste pour ses collaborateurs, qu'un acte soit bon ou pas, c'est de jouer à son applicabilité en dehors de l'appliquer. Les correspondances, c'est bon, ça va à gauche, à droite. Maintenant, monsieur le directeur général du PAD a donc 2 grosses correspondances. L'une émanant du tout du Capi. De la présidence de la République. Et l'autre émanant de la primature. De la primature. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais je suis en train de vous dire que c'est ça qu'il a sur la main maintenant. C'est pour ça que je vous ai rappelé la parole présidentielle. Maintenant, j'ajoute la viabilité des institutions de la République. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que tout le monde peut se lever un matin et faire quelque chose comme si les institutions n'existaient pas. La primature est une institution, la présidence est une institution. Et je reviens à une autre distraction qui nous a pris beaucoup d'années, c'est celle
du sport footballistique. Toujours la parole présidentielle, la parole des institutions. Je ne vois pas comment ça va se passer pour la génération qui vous suit. Parce qu'on commence à douter de tout. À quel moment, moi je croyais que, en tout cas ce que nous on faisait à l'époque, dès que le président a pu écrire une telle lettre, je demande l'audience au chef de l'État. Il dit, monsieur le président de la République, voilà la vraie situation. Mais comme c'est déjà rendu public, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, sans citer quoi que ce soit, vous vous souviendrez que le problème n'est même pas là où se trouve. Le problème, c'est au moment où nous signons les contrats avec les partenaires, je préfère ce mot-là. Pourquoi quand il y a problème, on ne se préoccupe que du partenaire? On ne se préoccupe jamais de celui qui a contracté avec le partenaire. Le contrat avec SGS dit quoi? Je crois que c'est là qu'il y a un vrai débat. Tout à fait. Qui peut amener la constatation soit d'un manquement, qui peut amener à celui qui est l'utilisateur de dire il y a un problème. Mais on regarde toujours rien que le nombre de temps. Il paraît que ça va jusqu'en 2032. Je peux me tromper. Monsieur le maire, quelqu'un qui utilise quelqu'un vous dit il lave mal les assiettes. Vous dites qu'il faut attendre 2032. Avant même d'arriver à 2032, François Bikoro, je vous relance, parce qu'au départ de l'action, c'est parti en 2015. 2015. Mais SGS fait comprendre que lui, il est effectivement entré en activité en 2022. Or, 2015-2022, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. C'est lui qui était là. Et donc, SGS dit que lui commence en 2022 jusqu'en 2032. Le DG du port autonome doit dire que non, tu as commencé en 2015. Et donc, en 2025, ça fait 10 ans. Et le contrat parlait de 10 ans. Donc, je dois dire que ça crée un sérieux problème. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de sauver la République. Et sauver la République suppose que la prochaine fois, quand vous faites des contrats avec des partenaires, il faut des clauses qui permettent à ce que le partenaire, quand on coupe le contrat, que l'État du Cameroun ne soit pas le seul tributaire. Si on dit que vous allez souvent faire 10 conteneurs, je prends un exemple comme celui-là, et que les machines que vous apportez ne vous permettent pas de faire 4 conteneurs, on doit donc dire que dès que vous êtes bloqué au 4e conteneur, ça attend le 10e conteneur, on résilie le contrat. Mais les contrats, comme moi je ne l'ai pas lu, vous donnez l'impression que les contrats disent seulement que l'État doit, l'État doit, l'État doit, l'État doit, l'État doit. Et pourtant, il peut y avoir dans ce contrat, déjà vous venez de révéler le nombre d'années. Tout à fait. On a dit 10 ans. Mais à partir du Premier ministère, on a appris que ça va jusqu'en 2032. Il faut bien qu'on sache où est-ce que le contrat a commencé, où est-ce qu'il termine. Moi, j'ai un peu peur. Parce qu'il y a un problème de sécurisation. Et sécurisation, je crois qu'il y a sécurité dedans. Vous savez, dans ce pays, on retrouve des choses compliquées dans la rue qui sont passées quelque part. Dès que les acteurs chargés d'attraper ce show-là ne s'entendent plus, imaginez ce que ça peut devenir après. Quand ils sont ensemble, il y a des filtrations, des questions de sécurité et tout là, on retrouve. Je ne peux pas citer ceci parce que ce n'est pas bon, mais vous savez très bien que notre pays est inondé depuis un certain temps des choses qui sont illicites et illégales. Là, ils s'entendaient. Imaginez donc qu'ils ne s'entendent pas maintenant. Puisque le DG du port reste en place, le Premier ministre n'a pas beaucoup changé en attendant les tout prochains jours. Ça va être compliqué. Moi, je suis venu militer ici pour que la République se ressaisisse. Quand il y a ce genre d'activité, qu'ils se retrouvent entre eux, s'arrangent entre eux pour que les institutions demeurent fortes et les personnes qui incarnent ces institutions, qu'elles soient saines et sauves. Dans la rue, là, maintenant, parfois, ici, nos mots président de la République, nos Premier ministre, ne dit plus rien à personne. Et ce n'est pas bien pour notre pays, surtout que c'est nous-mêmes qui enseignons ça à l'opinion. Merci. Alors, pour être tout à fait précis, Joseph-Marie Loulou, le contrat avec SGS a été signé le 25 mars 2015 et devait prendre fin le 25 mars 2025. Où est-ce que vous vous situez dans ce que certains s'accordent à dire qu'il s'agit là de l'imbroglio au port autonome de Douala au sujet du contrôle du scanning? Beaucoup parlent de gros enjeux qui sont véritablement mis en scène. Tout à l'heure, mon petit frère Soule Oyonyolo m'a dit
a dit que j'étais un journaliste qui n'était plus en fonction. Mais quand je l'ai entendu parler, je n'ai pas vu de signe d'une investigation sur cette affaire. Mais moi, j'ai fait l'investigation dans cette affaire. Et j'écris régulièrement dans un site d'information qui s'appelle yapi.info. Donc, moi, j'ai fait un pas en avant. Je suis devenu un journaliste cybernétique. Si tu es resté sur le papier, bon. C'est pour te taquiner un peu. Bon. Alors, je voudrais dire ici que nous avons le devoir d'être froids. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays avec les émotions. Il faut lire les textes. Si vous voulez que nous soyons une république, un pays moderne, la première des choses, c'est que quand nous faisons des textes, il faut que nous les appliquions. L'un des premiers textes qui n'est pas appliqué au Cameroun, c'est la Constitution du Cameroun, qui dit clairement, par exemple, comment va se faire la succession au pays. Mais personne ne tient compte de ce que dit la Constitution dans ces articles 6 et suivants. Or, on dit, mais comment on va faire? On ne sait jamais. Or, c'est très clair là-dedans. Je vous donne un autre cas. Vous avez aujourd'hui au Cameroun des péages qui ne marchent pas. Des péages qui ont coûté des milliards au pays. Et qui sont des péages automatiques. Mais on a signé des contrats BOT. Ça veut dire des contrats où quelqu'un vient y mettre son argent. Et vous lui dites que quand tu vas venir, quand tu finis de faire le travail, pour que tu reviennes dans tes fonds, tu vas d'abord, c'est toi qui vas faire le péage et prendre ce qu'il te revient. Après, tu me laisses des équipements. Quand on a fini de faire ce travail, on ne comprend plus rien. L'État dont on parle, je ne sais pas si c'est l'État ou bien les agents de l'État ou bien les groupes de l'État ou bien les groupes de mafia, je ne sais même pas qui, décide que le BOT là ne marche plus. Entre-temps, les équipements sont en train de s'amortir. Je crois qu'Ambouna, qui est là, connaît cette théorie de l'amortissement des investissements. Alors, on a mis des milliards dedans. Vous sortez de là. Maintenant, il y a des procédures pour faire sortir quelqu'un. Quelqu'un qui a, je ne sais pas combien d'années de travail au port, qui a un investissement au port. On ne peut pas seulement dire, il faut le sortir, il faut le dégager. Sur le plan technique, il y a un travail à faire. On lit le contrat. Que dit le contrat? Alors, SGS existe avant 2015. Hein. Donc le contrat là, ce n'est pas le contrat de l'État avec SGS, c'est le contrat du scanning. C'est-à-dire l'outil pour scanner les conteneurs et voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas un contrat entre l'État et le SGS, non. C'est que SGS est déjà là et il y a un contrat de scanning entre le SGS, la SGS et l'État. Je voudrais qu'on soit très clair. Et ce contrat-là, moi j'ai donc reçu ici une correspondance du port de la SGS qui dit lettre de rappel, identification conjointe du site d'installation du 4e scanner. Donc, en fait, il s'agissait dans ce contrat d'installer un 4e scanner qui a la particularité d'être un scanner 3D qui permet de lire le conteneur. Et en 2018, SGS rappelle au DG du port autonome que vous ne nous avez toujours pas monté l'espace là où nous devons installer ce scanner. Ce 2018. Donc, rappel. Donc, il y a eu d'autres lettres. Donc, je vous rappelle que, mais allons voir le lieu. Entre-temps, donc, le DG du port autonome, qui est le propriétaire du port, et dont la mission est la sécurisation et non le contrôle des marchandises. C'est bien clair. C'est-à-dire que les marchandises, ce n'est pas le port autonome. Il protège tout ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il y a donc cette sécurisation, ce grand port, toutes ces choses qui ont été faites là-bas. Et ce n'était pas sa mission d'aller contrôler la marchandise. C'est donc lorsqu'on lui montre l'espace qu'en 2022, le contrat signé depuis 2015 pour le 4e scanner entre en fonction. Voilà les faits. Et les 7 ans les 7 ans, il est là, il a toujours été là. Il n'exerçait pas? Il exerçait. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec... Je vous donne les faits. Hein. C'est un contrat sur un scanner, le 4e scanner. Ce sont les faits. Ce n'était pas... SGS est là depuis, je crois, les années 80.
Je veux juste comprendre. Il y a un contrat à chaque scanner. Non, il était. Je vous Non, dis, est-ce qu'il y a un contrat à chaque je vous scanner? dis que le fait, c'est que LGS est là Conclusion juridique là. LGS est là depuis avant Oui, mais 2015. c'est-à-dire que pour le 4e scanner. Posez-vous la question. Pour toi, pourquoi pas de 2015 alors que LGS est là depuis les années 80? C'est la question là. Non, le contrat lui a été signé en 2015. Le contrat de quoi? De scanning. De scanning, voilà. Mais avant ça, il n'y avait pas de scanning. Et pour mettre dans ce scanning, il fallait un espace que le port autonome devait montrer, présenter à LGS, ce que le port autonome n'a fait que dans les années 2022. Voilà les faits. Donc, conclusion, on met à zéro de 2018 à 2022. Je ne sais pas. Alors qu'il y a 3 scanners. Là, vous m'interrogez sur des choses sur lesquelles je n'ai pas enquêté. Donc, deuxième chose. Je pense qu'il faut apporter des précisions. Je crois que c'est Le contrat portait sur l'implantation de 4 scanners. Voilà, Oui. c'est ce que moi je Et sais. les 4 devaient être implantés avant fin 2015. Terminé. 3 ont été implantés avant fin 2015 et restait reste, le 4e Qui n'est jamais arrivé. qui n'est jamais arrivé. Il faut dire la vérité. Donc. La société prétend que c'est parce que le port autonome, l'équipe du port n'a pas montré l'emplacement pour scanner. Et cette clause qui dit que c'est à l'issue de l'implantation des 4 scanners que le contrat prend effet, c'est là qu'il y a un problème juridique. Qui sont les spécialistes. Je vous dis donc que nous sommes donc là dans un... Parce qu'en réalité... Parce que de 2015 à 2022, les scanners ont marché. Le port fonctionnait avec 3 scanners et SGS pratiquait le scanning. Et il faut dire que le journaliste, Elundu, est dans l'investigation. Maintenant, le juriste, sur le plan du droit, on lit les contrats. Et si vous voulez analyser, je viens de vous lire un papier qui est celui qui vient de LGS. J'ai aussi tous les papiers qui passent des... Ça va plus loin, puisque... Pour moi, ça va plus loin, puisque... je crois que c'est le vide, qui est responsable de la non-implantation du 4e scanner de 2015 à 2022. C'est ça le point d'interrogation. Et le port dit même, le port autonome dit même que le contrat prévoyait qu'en cas de difficulté, la partie... Laissez-moi finir mon exposé. Vous aurez le temps de revenir. Oui, José-Marie Loulou chute. Je ne chute pas. Ils m'ont pris la parole. Vous me permettez de finir mon exposé. Oui, vous allez finir. Allez-y. Voilà ce que j'ai dit. Deuxième chose donc. Je parle toujours du fonctionnement. Parce que pour moi, c'est ça. J'ai lu la correspondance du général. Je m'interroge sur l'intervention des militaires de manière aussi tonitruante. Le Cameroun est un État civil. Et je ne sais pas pourquoi cette lettre nous est brandie, peut-être qu'elle est confidentielle, pourquoi nous la présente-t-on, mais toujours est-il que, dans cette démarche, dire que le président a dit oui, à quoi? Est-ce que dans la démarche technique, est-ce qu'il est autorisé de chasser une entreprise qui a une emprise sur le port pendant je ne sais pas combien de temps d'années? Lorsqu'on dit, il a dit oui, M. Bikolo, vous allez parler après moi. Vous ne vous énervez pas. Nous restons au nom du souverainisme et de, je ne sais pas moi, du nationalisme. On ne va pas nous amener n'importe quoi. Moi, je pense que j'ai le droit de réfléchir en me posant la question. Quand le président de la République dit oui, je sais comment, est-ce qu'on liquide l'entreprise? Est-ce qu'on la remercie? Quelle est la démarche? Apparemment, le ministre, le général dit qu'il y a un risque de sabotage. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est Atlantique qui exerce sur Kribi depuis près de 10 ans, qui est en train de venir à Douala. Alors, qui saboterait qui dans le cas d'espèce? Troisième chose, nous entrons dans la question du parallélisme de forme. Est-ce que les gens qui ont signé le contrat, puisque c'est un des arguments que l'on fait prévaloir, le ministre qui a signé le contrat avec SGS, je crois que c'était le ministre avant M. Motazier, est-ce que c'est normal, est-ce que sur le plan du droit, vous qui êtes féru des procédures, est-il possible que lui, il résilie un tel contrat en termes de parallélisme de forme? Troisième chose,
est-ce qu'on pense aujourd'hui, pour revenir à cette fameuse, à ce fameux recadrage, pensez-vous vraiment que le Premier ministre, Dion Bouté, peut se lever et aller à l'encontre du chef de l'État? Moi, je pense que... Nous avons des faits. Hein. Non, moi, je pense que... C'est vous qui êtes journaliste. Nous avons des faits. Je pense ceci. On l'a bien fait. Il y a eu une lettre... Il y a eu une lettre d'un chef d'État. Nous avons des faits. Attendez. Il y a une chef qui dit que le président... OK? Une lettre d'un chef d'État-major. Il y a eu une réunion entre un conseiller technique de la présidence et les protagonistes à la présidence. Réunion d'un conseiller technique. OK? Sur haute instruction. Et maintenant, il y a une réunion du chef de gouvernement. Le gouvernement de Paul Biya, son chef de gouvernement, tient une réunion. Il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé pour que lui, il prenne cette initiative. Et en fin de compte, lorsque vous lisez les conclusions de ces documents, et je pense que M. Angouna a fait une remarque pertinente là-dessus, c'est qu'il y a des vides. Parce que le général parle de 100% scanner. Et dans une lettre adressée au PAD, on dit il y a des espaces dans le port qui ne bénéficient pas du scanning. Donc je pense donc que le problème n'est pas un problème forcément de bagarre. Très bien. C'est une question d'aller vers un consensus qui permet effectivement de sécuriser totalement les marchandises qui vont sortir du port. Merci José-Marie Elundou. L'on a posé une question tout à l'heure, celle de savoir ce qui est reproché à SGS. Nous vous avons dit que ce matin, nous sommes très méthodiques. Tout à fait. Nous avons donc ce document. Depuis 2015, des fonctions relevant de la sûreté nationale et de la sécurisation des flux portuaires ont été confiées à SGS au Cameroun. Les faits aujourd'hui documentés montrent un retard contractuel majeur dans la mise en service des scanners, près de 7 ans au lieu de 10 mois. Une couverture opérationnelle insuffisante, des ruptures de la chaîne de sûreté, des faiblesses de gouvernance et de redevabilité sur une mission régalienne. Ces défaillances ont conduit l'État du Cameroun à mettre fin au dispositif SGS et à engager une réforme structurelle du modèle de scanning portuaire conforme aux standards internationaux de sécurité. Je vous passe la parole sous Léonorio. Oui, je voudrais d'abord dire que en droit, les mots ont un sens. Jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un parle de parallélisme de forme, un contrat signé par le gouvernement, et on dit qu'il est annulé ou résilié par le DG du PAD, c'est faux. Où est l'acte de résiliation? Où est l'acte d'annulation? Vous pensez que le PDG, le DG du PAD, qui n'est qu'un fonctionnaire, est aussi dupe et con pour engager, n'est-ce pas, sa signature dans la réalisation, l'annulation d'un contrat qui est signé par, n'est-ce pas, ses tutelles techniques et financières? Non, ce n'est pas possible. Donc en réalité, on fait une chasse à l'homme qui ne doit pas exister. Maintenant, je voudrais dire, quelqu'un a encore dit, qui dit qu'il est journaliste, qui ne comprend pas l'intervention du chef d'état-major particulier du président de la République. Cette affaire n'est plus civile essentiellement. La sécurisation du PAD le PAD est un territoire. N'est-ce pas? Un DG du PAD n'est pas comme un DG de Néo ou bien d'Assel. C'est tout un territoire qui, n'est-ce pas, englobe ou alors, je ne sais pas comment je peux dire ça, qui reçoit un grand nombre de choses. Vous allez voir la DHSN là-bas, vous allez voir les armées là-bas, vous allez voir. Donc, s'il était établi que M. Cyrus Ngor avait signé un acte d'annulation du contrat de SES, je pense qu'on aurait engagé des procédures disciplinaires contre lui, n'est-ce pas, pour défaut de qualité. Deuxième chose, pour montrer que à monsieur vous l'avez appelé comment? José-Marie Elundou. Je vais vous faire découvrir quelque chose. Le chef d'état-major particulier du président de la République, 20 mars 2025, à monsieur le ministre délégué de la présidence de la République chargé de la défense, objet de défis sécuritaires et financiers du port autonome de Douala.
Monsieur le ministre, faisant suite à la correspondance ci-dessus référencée dont vous n'êtes pas destinataire, j'ai l'honneur de vous signifier le haut accord du chef de l'État, chef des forces armées, en faveur du remplacement de la société SGS par Transatlantique pour la sécurisation du port autonome de Douala. 2025, en mars. Ça veut dire que le chef d'État, major particulier du président de la République, qui cette fois-là agit au nom, non pas seulement du président de la République, mais le chef des armées, dit que la sécurisation du PAD est en danger. Ça veut dire qu'il y a une autre tutelle qui intervient, plus l'écrit au ministre de la Défense, C'est pour dire quoi, que dans cette histoire, et puis il y a des choses même, quand vous remontez le temps, il a bien fait de préciser que SGS existe avant 2015. Et justement, SGS... Pour être plus précis, SGS existe depuis les années 90 et non 80. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais ce que je voudrais faire intervenir un acteur que j'ai rencontré, qui faisait, n'est-ce pas, un transitaire, qui est même devenu député par la suite, Jean-Marie Ngakoumda, que tout le monde connaît, tous les acteurs. C'est lui-même qui met en place l'expertise pour amener SGS, n'est-ce pas, à faire dans le scanning, n'est-ce pas, des cargaisons et des conteneurs et des marchandises. Donc, en réalité, à l'époque, si on avait été très sympa, c'est Ngakoumda qui aurait été là à la place de SGS. Mais les choses du pays étant ce qu'elles sont, SGS a continué, mais il s'avère que SGS n'a plus, n'est-ce pas, n'a pas des qualités, puisqu'il a continué à faire dans le check-in, parce que le scanning, ce n'est pas seulement les marchandises. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le PAD. Nous parlons de sécurisation. Et quand je parle de sécurisation, on fait, c'est pour ça que il n'y a pas de mots au niveau des ports. Les armes peuvent entrer. Par la basse voie, Mais vous savez, je n'ai pas voulu rappeler la mort de Bibi. Vous remarquerez que je laisse pas. J'ai pas voulu rappeler le bateau qui a été à l'origine de la mort de Bibi Bota. Pour dire que le PAD, c'est pour ça que je parle d'un territoire, la sécurité maritime, ce n'est pas seulement le SGS, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'il faut sécuriser. Et je dis encore que le scanning n'est qu'une petite, une mince affaire dans cette histoire de sécurisation du PAD. Et quand je parle du projet Port Sec, SGS en réalité aujourd'hui, c'est peut-être là que je vais chuter, SGS pense que la contractualisation de Transatlantique va botter ses intérêts dehors. Oh, c'est pas très juste. Parce que la contractualisation n'est-ce pas, des Transatlantiques, jusqu'à maintenant, n'a rien enlevé à la SGS. On n'a pas dit que la SGS a été chassée, encore que il paraît que cette SGS est attendue pour des séances de travail. Mais la peur qu'ils ont, c'est que, en fin de compte, lorsque le projet POSEC va définitivement se mettre en route, on va avaler le scanning que la SGS fait, parce qu'il sera juste une infime partie dans l'histoire, n'est-ce pas, de la protection des recettes douanières. Merci, François Bikoro. Pour aller dans les détails, je me suis amusé à lire un peu ce contrat SGS. Tu as vraiment beaucoup fouillé, Oui, puisque le sujet est très délicat et sérieux. Je me suis rendu compte que globalement, l'État du Cameroun a 10% de tout ce qui entre par rapport au niveau de SGS. Vous trouvez cela sérieux? 10% des recettes. Des recettes. J'ai pris par exemple l'année, il y a 2 ans, il y a eu une recette, on m'a donné un document de pratiquement 20 milliards. Le Cameroun avait à peine 2 milliards. Je n'ai pas fait ici pour que vous n'ayez pas l'arthrose psychosomatique. Parce que vous avez ce qu'on appelle en santé surcharge pondérale. Ne fouillez plus trop.
Surtout les contrats avec les multinationales. Je suis obligé de fouiller dans le journaliste d'investigation. Patriarche, si tu permets une minute, une seconde, pour dire que la SGS fait dans la surenchère. Ça veut dire quoi? La surenchère, c'est quoi? C'est que dans le cadre, n'est-ce pas, d'une opération beauty, la SGS a gagné une prestation, celle du scanning. Sauf qu'après avoir installé un certain nombre de choses, la SGS devait se retirer après avoir encaissé, n'est-ce pas, sa prestation. Sauf que la SGS aujourd'hui veut rester en utilisant les mêmes coûts qu'il a utilisés au départ en installant, n'est-ce pas, le processus scanning. Ça veut dire quoi en clair? Ce que la DGSN, par exemple, commande, n'est-ce pas, une structure de surveillance des villes. Vous venez, vous installez les caméras et vous voulez rester jusqu'à, n'est-ce pas, à l'entretien, la maintenance et tout cela. Or, ça aussi, le parti ne veut pas. Très bien, c'est compris. C'est François Mikolo qui avait la parole. Oui, oui, je disais qu'il ne faut pas trop fouiller les collègues de quelqu'un qui vient d'arriver ici. Ont l'habitude de mettre à la disposition des gens qui signent des contrats de 8000 pages. C'est-à-dire, quand le type qui signe voit comme ça, il dit seulement montez-moi la dernière page. C'est après, quand il y a crise, que vous voyez seulement l'État à l'obligation, l'État à l'obligation, l'État. Vous cherchez l'obligation du cocotan, vous ne voyez pas. Je ne veux pas parler de l'eau, je peux parler de beaucoup d'autres choses qui nous sont arrivées dans ce pays. C'est en part de crise qu'on découvre que l'État paye tout. Et on vous dit que quelqu'un est venu investir, il dit que c'est un investisseur. L'investisseur que nous on paye tout, tu deviens comme un gérant. Ouais, je préfère parler de choses moins compliquées. Le football. C'est toujours après une crise qu'on découvre qu'en réalité, le Cameroun lui devait tout accepter. On dit l'entraîneur va vivre au Cameroun, il fait 10 ans hors du Cameroun. On dit non, il ne faut pas résilier, vraiment, vous savez, on a signé un contrat. Vous qui êtes donc des grands spécialistes de droit, pourquoi en amont vous ne prévoyez pas que l'État ne perde pas? Parce qu'il n'y a pas d'exécution de contrat sans faillite, ni sans limite. Je parle sous le contrôle des gens qui ont fait le droit. Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, signer un contrat et tu n'as pas de faillite quelque part. Si on a prévu que tu vas le faire en saison sèche et qu'il commence à pleuvoir, tu t'arrêtes quand même. Mais il paraît que tous nos contrats sont signés au bénéfice des individus. Je ne sais pas quels intérêts ils cherchent, mais voyez un peu dans notre pays. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de péage. Tout à fait. Mais c'était beau au départ. Les péages. Et ça revient à ce que Soulevé nous décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il venait installer, parce qu'il y avait un peu d'argent, il a fini d'installer, on n'entend plus parler. On cherchait à quoi est-ce que ça servait. C'est comme ça que nous, on allait fouiller plus loin, nous les anciens journalistes. On s'est rendu compte qu'on a mis les péages dans les routes qui n'existeront plus après. Vous le savez très bien. C'est-à-dire des routes qui n'existeront pas, puisque dès qu'on met l'autoroute, l'autoroute ne sert plus à rien, on a quand même mis les péages. Et on mettait l'autoroute quand? On a mis les péages. Maintenant, moi, je reviens à ce que j'ai dit au départ. Et je reste focus là-dessus. Monsieur José Mbalo nous dit qu'il y a la Constitution. La Constitution est garantie par le président de la République. Ça! Donc tout acte et le peuple. Mais c'est le peuple qui lui donne cette souveraineté. Et le peuple. Non, il ne fait pas avec le peuple. Le peuple lui donne cette souveraineté. C'est un autre débat qu'il ne veut pas faire ici. J'estime que le président de la République, à qui on a confié l'application de cette fameuse Constitution, quand il prend un acte, est-ce qu'on a vraiment qualité pour commencer à faire le type de débat où on dit le chef d'état-major a écrit, tel a écrit. Moi, je sors de mon village. Quand le chef a envoyé quelqu'un me dire on vous appelle, je me lève, je m'en vais. Dans le cas d'espèce, quel est l'acte qu'il a pris, le président de la République? Quel est l'acte que le Premier ministre a pris? Le président de la République n'est nulle part. Non. Au moins, nous avons vu un des collaborateurs du président qui avait reçu délégation express. Bon, c'est lui qui a écrit là. Il a reçu la délégation. Non, je veux juste demander, le Premier ministre a écrit quand? Son secrétaire général a écrit. Non, ce n'est pas le Premier ministre qui a écrit. Voilà. Le débat, c'est pour ça que je vous dis donc que évitez de faire un débat. Vous faites un débat à deux vitesses. Vous faites un débat à deux vitesses, monsieur. Non, je ne sais pas. C'est à deux vitesses. Je ne suis pas sur un vélo. Vous ne pouvez pas me parler du président de la République. Je n'ai pas vous que je parle. C'est pour cela que le Premier ministre aussi n'a pas signé. Parce que le président n'a pas signé. Il préfère aussi faire signer. Voilà.
On a appris que le n'a pas signé, n'a pas signé, le président de la République n'a pas signé. Comment on fait? Voilà. Voilà la bonne question. Si vous avez dit que vous ne couperez pas. C'est la bonne question. Vous l'avez dit que vous ne couperez pas. C'est assez curieux. Dès que vous sentez qu'il y a un doute, vous commencez à me couper. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis, monsieur, je suis d'accord avec vous. Il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est que lorsque l'émissaire du président de la République vous a dit, le président de la République a dit. Non. Nous qui respectons les institutions. Non, c'est faux. Vous voyez, je n'arrive pas à placer un mot là depuis. Faites donc passer votre SGS, je vous écoute. Moi, je ne comprends pas. C'est pas vous qui je vous dis, comme vous m'avez interviewé tout à l'heure, je vous ai aussi interrompu. Je vous dis donc, vous l'avez fait tout à l'heure. Vous avez remis en cause le premier envoyé du président de la République. Vous dites qu'il est militaire. Il n'a pas de délégation. On a vu la délégation de l'autre. De qui? Du secrétaire général. On n'a pas vu la délégation du... Moi, je ne l'ai pas vu. Si, c'est écrit dans les journaux, tout le monde l'a vu. Alors, moi, je l'ai pas vu. Nous allons accueillir un autre invité permanent qui nous a retrouvés sur ce plateau. Hein. Il m'aura manqué. Professeur Mathias Eric Onangini, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi, et bonjour aux téléspectateurs. Je venais de Douala. Oui, vous venez de Douala. C'est avec même trop d'efforts que vous êtes là. Je suis arrivé à temps, tel que prévu. Alors, vous nous trouvez hein, sur ce sujet qui met la République en ébullition, le sujet ayant trait au scanning au port autonome de Douala. Et nous avons lu une série de correspondances tout à l'heure, des correspondances certainement que vous avez également lues. La première correspondance, celle du chef d'état-major particulier, du chef de l'État, qui répercute les hautes instructions du chef de l'État en disant que le chef de l'État a dit oui pour que Transatlantique commence à exercer et que SGS se mette de côté. Contre toute attente, 2 jours plus tard, on a une autre réunion du côté de la primature où on dit plutôt que non, c'est SGS qui reste du côté du port autonome de Douala. Alors, le politologue et l'analyste tout court que vous êtes comprend quelque chose dans cette affaire? Ce que l'on peut comprendre de cette affaire, c'est qu'il y a des intérêts spéciaux qui parasitent les impératifs souverains. Les intérêts spéciaux, ce sont des intérêts qui sont liés à des détenteurs de fonctions importantes et particulièrement officielles qui, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent développer des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Et puis il y a des impératifs souverains renvoyant à la raison d'État. Pour ce qui concerne ce qui est présenté ici, comme l'intervention du chef d'état-major particulier du président de la République, on sait qu'en sa qualité d'officier, et particulièrement d'officier général, il est astreint à une forte réserve. Donc on ne peut pas imaginer qu'un officier général, par ailleurs chef d'état-major particulier du président de la République, s'insinue de n'importe quelle manière dans le traitement de certains dossiers. S'il avait l'imprudence de le faire sans bénéficier des très hautes instructions du président de la République, ce serait particulièrement brûlant pour lui du point de vue de la discipline. Donc, nous avons la preuve de ce que le président de la République a donné son haut accord. Je dis seulement que quand on analyse les conditions de réserve qui s'appliquent aux officiers et aux officiers généraux, quand par ailleurs le dit officier général est le chef d'état-major particulier du président de la République, vous vous imaginez qu'il puisse, comme cela, sans bénéficier des très hautes instructions du président de la République, se déployer? Ce serait un risque immense pour lui, avec des sanctions disciplinaires qui peuvent être très très fortes. Et comment comprendre donc la réaction du Premier ministre, chef du gouvernement? C'est la première chose. Deuxième chose, rien, même pas l'intérêt contractuel, n'est au-dessus de l'intérêt de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des impératifs de sécurité nationale à mettre en œuvre, l'État du Cameroun peut tout à fait décider de résilier un contrat.
Terminé. Et en la matière, vous vous imaginez que dans une ville qui est la porte d'entrée, la porte de sortie de notre pays sur le monde, qui s'appelle Douala, on peut avoir des flux qui ne sont pas surveillés ou qui ne sont pas intégralement surveillés. Donc, laisser à notre porte d'entrée et de sortie, laisser des choses d'entrée et sortie de n'importe quelle façon, au prétexte qu'on aurait signé un contrat, au prétexte que ce contrat génère des intérêts pour tel ou tel. Pour un État sérieux, ça ne peut pas se faire. Tout ce qui entre et sort par le port de Douala doit être absolument contrôlé. Parce qu'on peut y faire entrer de tout. Et nous sommes dans une conjoncture où le Cameroun, depuis une quinzaine d'années, fait l'objet de ce qu'on appelle des actions indirectes et couvertes pour le déstabiliser. Professeur. Donc, tout est possible. Tout à fait. Voilà. Professeur, vous n'allez pas échapper à l'analyse de la riposte du Premier ministre, chef du gouvernement. Mettez les guillemets à riposte. Je ne sais pas s'il s'agit d'une riposte. Il s'agit donc de quoi? Je ne sais pas s'il s'agit d'une riposte. Comment vous comprenez la réaction du Premier ministre? Je ne sais pas s'il s'agit d'une riposte. Je dis seulement qu'au vu de la situation, il faut être extrêmement prudent. C'est-à-dire quoi? Le chef d'état-major particulier du président de la République ne peut pas faire ce qu'il a fait sans approbation du président. S'il a pris ce risque, c'est vraiment à ses risques et périls. À partir de ce moment, quand on est donc maintenant dans l'analyse politico-administrative de la situation, sauf donc à ce que le Premier ministre chef du gouvernement ait donc la preuve que c'est faux, ça devient encore plus difficile, entre guillemets, pour utiliser votre terme de riposter. C'est une situation où il faut être très prudent. Très prudent. Parce que les implications pour les différents responsables peuvent être lourdes. Donc, il faut faire extrêmement attention. Maintenant, dans le regard, cette affaire n'est pas le bienvenu. Et pourquoi? Non, laissez-moi suivre. Pour l'image de l'État. C'est dommage. Le Cameroun a encore un problème d'image au regard de nombreux scandales précédents. Un État a toujours l'obligation d'entretenir son image. Y compris au Cameroun. C'est une exigence fondamentale. Le Cameroun ne déroge pas à cela. C'est une exigence fondamentale. Merci, professeur. Et ça peut avoir des implications dangereuses que de dégrader l'image de l'État à partir de querelles permanentes de coordination. C'est très dangereux. Je ne voudrais pas développer plus. Bon, mais lorsqu'on observe, bon, je ne sais pas, je vois que le prof est très prudent. Bon, nous n'avons aucune raison d'être aussi prudents que lui. Je ne pense pas que le Premier ministre puisse prendre, et autant que vous l'avez indiqué pour son chef d'état-major. Alors, la question, est-ce que ce n'est pas un marionnettiste qui est en jeu, qui est en marche, qui crée effectivement... Voilà, voilà là où se trouve l'affaire. Oui, est-ce que c'est pas, est-ce que nous ne sommes pas là devant quelqu'un qui tire des ficelles? Et qui serait donc qui? Et la question, mais écoute, tu vas répondre, le professeur a envie de répondre. Alors, le professeur serait donc de répondre. Non, tu as trouvé le... Et vous savez que, d'ailleurs, Bikoro le sait, nous sommes sur ces analyses du pays depuis des années. Nous avons un gouvernement. On lui a enlevé la gestion du Covid-19. Dans une chose qui s'appelle Task Force. Tout un gouvernement, avec tous les sectoriels, c'est parti. J'ai appris qu'on était en situation d'urgence. Hein. Deux, nous avons la coupe de la canne. Nous étions encore en situation d'urgence. Voilà. Aujourd'hui, que le chef d'état-major, d'un côté, parle d'une chose, le Premier ministre parle de l'autre, mais où est l'arbitrage? Parce que
Il faut non, donc le chef d'état-major n'a pas parlé d'une chose. Il a répercuté les hautes institutions du chef de l'État. Mais monsieur, il a parlé d'une chose. Il a répercuté, mais il a écrit cette chose-là au nom du chef d'État. Et je vous rappelle que le premier ministre chef du gouvernement est également le principal collaborateur du chef de l'État. Et les deux, est-ce que les deux peuvent se parler, c'est-à-dire le chef d'état-major et le premier ministre? Est-ce qu'ils se sont parlé? C'est possible. Est-ce que le chef d'état-major a encore besoin d'aller parler avec le premier ministre lorsque lui a reçu les hautes institutions? Nous sommes là dans les couloirs de la gouvernance. Ils ont un téléphone. Le premier ministre peut appeler et lui dit que bon, je viens de voir ce papier, mais voici des éléments qui me permettent de te rappeler que bon, dans ça, peut-être on ne peut pas les chercher. Donc lorsque le président de la République... Attendez, José-Marie. Oui. Donc lorsque le président de la République a décidé, le Premier ministre peut le recadrer. On regarde des éléments que lui là. Non, ce n'est pas un problème de recadrage. C'est un problème de quoi? De collaboration. Vous avez quelqu'un qui dit... La note a été rendue officielle. Il dit 100% scanning. Tout à fait. Oui. Mais quand vous lisez le document du qui vient du Premier ministère, on vous dit qu'il y a des espaces non scannés. Donc il faut comprendre que là-dedans, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle la diversion? Non, ce n'est pas la diversion. Et je crois que Mathias l'a dit, c'est-à-dire que tout doit être contrôlé. Et puis, je pense qu'il faut également entendre cela, et Soule l'a dit, il y a peut-être un programme futur de sécurisation totale qui exclut donc désormais un opérateur comme celui-là. Je pense que le projet POSEC, je pense que c'est nous qui faisons dans l'émotion. C'est-à-dire, observons calmement la démarche de chaque acteur. Je ne pense pas que John Bouté puisse défier Paul Biya. Ça m'étonnerait. Nous avons les correspondances. Mais précisément, c'est peut-être vous qui êtes dans l'émotion. Voilà. Oui, le professeur va ajouter une ou deux choses. Je reprends ce que j'ai dit. En matière de discipline, nous avons eu des affaires qui ont exposé des hauts responsables qui étaient des officiers généraux. Et vous avez vu les sanctions qui leur ont été appliquées. Ça n'a même pas mis 24 heures. Vous vous imaginez que le chef d'état-major particulier du président de la République, sachant que le domaine des affaires militaires fait partie du domaine réservé du président de la République, peut s'y insinuer sans avoir la garantie d'une approbation préalable du président de la République? Moi, j'en doute fortement. Il peut. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. J'en doute fortement. C'est pour ça que je dis, dans l'analyse de la situation, et sur la base du rapport de force qui existe dans toute sphère de coordination, et ici nous sommes dans la coordination politico-administrative, il faut toujours se référer à l'autorité la plus élevée. Et tant que cette autorité-là, par exemple, si on était dans un sens où ce que le chef d'état-major particulier fait n'a pas son approbation, n'a pas parlé, il vaut mieux être prudent, sauf si on est donc dans une posture politique où on veut démontrer que il n'y a plus rien au sommet. C'est tout. Cette conclusion n'est pas juste. Non. La conclusion n'est pas juste. Je dis, sauf, je répète, sauf à démontrer qu'il n'y a plus rien au sommet, il vaut mieux être prudent. Merci. Avant de repasser la parole à nos nombreux invités, pour le dernier tour de table, je suis bousculé par les nombreux messages à travers le monde. Bonjour Perfecto, le problème du PAD est une perte de temps et une simple distraction du peuple camerounais. Le vrai sujet qui préoccupe les Camerounais, c'est le remaniement. Cette affaire pouvait ne pas sortir et se gérer sans aucun scandale dans une république. C'est Russell, depuis Bastos, qui envoie cette contribution. Je vous amène du côté du 213, c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Nous les téléspectateurs, nous sommes un peu mal à l'aise. Les panélistes disent tout, mais évitent de pointer le vrai responsable du mal du Cameroun. C'est quoi? C'est un procès? Merci beaucoup.
On prend un autre message ce matin. C'est un message qui nous vient du 27. C'est l'Afrique du Sud. Monsieur le modérateur, bonjour. Bonne émission. Le chef d'état-major particulier a écrit ce qu'on lui a demandé. Ensuite, le président de la République du Cameroun a changé d'avis. Point. C'est le marionnettiste. Un autre message. Bonjour, parfait. Ici, le chef d'état-major particulier du président de la République n'est pas son porte-parole ou son représentant. Depuis les crises au nord et au nord-ouest, sud-ouest, nous n'avons jamais reçu une missive du chef d'état-major particulier du président s'adressant à qui que ce soit. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la thématique sur le sujet du PAD et qui fait écho, nous avons là une vérité qui monte en surface en ce qui concerne certains dirigeants qui voient leurs intérêts finir. D'où cette situation est aujourd'hui une bataille, car il y a un côté qui ne reçoit plus sa part du gâteau et veut dicter son autorité avec un trafic d'influence sans toutefois tenir compte des conséquences que cela peut avoir sur la République camerounaise. Et d'un autre côté, une partie qui milite pour les intérêts de l'État. Alors, pour résoudre ce problème, il faut que le contrat signé soit respecté entre les deux parties. Deux, quels sont les motifs qui sont réellement reprochés à cette société? Et maintenant, si ces motifs sont d'ordre d'insécurité, alors des mesures doivent être prises de manière légale et non de manière corruptible, comme cela se fait de coutume. Maintenant, les dirigeants étatiques doivent en tirer des leçons face au ridicule auquel ils font face actuellement. Ils doivent travailler pour le bien de la République et non à leur profit et s'en fout de l'image du pays, que chacun reste à son poste et fasse ce pourquoi il a été nommé. C'est Jeanne de Douala qui envoie cette contribution. Jean-Baptiste Anvouna Temengue, élargissons le débat. Ce n'est pas la première fois que nous avons des hauts responsables de la République pratiquement s'est livré des batailles à ciel ouvert. Il y a le professeur Onengini qui parlait tout à l'heure de l'image du pays. À un moment donné, est-ce que ces hauts responsables se soucient réellement encore de cette image du pays? Deuxième préoccupation, parce que le Cameroun est encore gouverné, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait une autre réaction du président de la République, ou alors il faut s'en tenir à sa toute première réaction à travers son chef d'état-major particulier? Oui, moi je crois que c'est par là que j'ai commencé mon intervention. C'est le chef de l'État qui décide en dernier ressort. C'est lui qui nomme d'ailleurs tout ce personnel civil et militaire. Ce personnel, ses collaborateurs peuvent avoir des divergences. C'est à lui d'arbitrer. Et un téléspectateur qui dit le chef de l'État a peut-être changé d'avis. Il a ce droit. Si, après une première décision, il y a de nouveaux éléments qu'on lui présente pour l'intérêt supérieur de la nation, il a le droit de changer. Comme il peut aussi, justement, changer aussi d'avis après avoir signé un contrat. Il estime que l'intérêt supérieur de l'État impose la lecture de ce contrat. Le problème de fond, je crois que l'hypothèse à partir de laquelle certains de ses collaborateurs ont engagé une possibilité de remplacement de l'opérateur, c'est tout simplement le fait que le contrat au départ courait sur 10 ans, de 2015 à 2025. Qu'est-ce qui justifie? C'est le nœud même du problème. Et les juristes doivent nous dire comment régler ce problème juridique. Qu'est-ce qui justifie que les 4 scanners qui devaient être implantés avant la fin de 2015, que le dernier soit retardé jusqu'en 2022. Le dernier a été implanté plutôt en 2022. Voilà, alors, donc pratiquement 7 ans plus tard. Entre-temps, l'opérateur travaillait pendant les 7 ans avec les 3 scanners et il était rémunéré. Mais qu'est-ce qui justifie ce retard? L'opérateur dit c'est parce que le port autonome n'a pas montré l'emplacement où il fallait l'implanter. Le port autonome dit que le contrat exigeait, s'il y avait un problème, de nous le faire parvenir par l'air recommandé avec accusé de réception, avec preuve que la poste a déposé, la camposte a déposé le courrier. Où est cette preuve? Donc, il y a un problème sur ce retard de 7 ans. Je crois que c'est le nœud même du problème, parce que si, comme vous avez lu tout à l'heure un document qui montre les manquements ou l'insuffisance du déploiement
et des pertes à gagner, soit en matière financière, soit en matière de sécurisation, effectivement, et que un certain nombre de collaborateurs de chef de l'État ont pensé à changer d'opérateur pour une sécurisation à 100% de l'espace portuaire. Là, ils ont fait ça sur l'hypothèse d'un contrat qui devait durer 10 ans. Et pourquoi passer de 10 ans à 17 ans? Je crois que c'est un problème très important qui au niveau de l'application les clauses contractuelles. Au niveau de l'application du contrat. Mais pour ce qui est de la sécurité, je pense que tout le monde l'a dit ici. Et là où j'avais paix à son âme aussi, nous avons rendu hommage à beaucoup de gens partis ici. L'ancien ministre délégué au transport, Méfir Omarou, qui était un ami. C'est lui qui m'avait fait découvrir tous les aspects sécuritaires de ce département ministériel. Et des histoires qu'il me racontait, des choses saisies, des enjeux sécuritaires, et qui mettait en étroite relation l'état-major particulier, justement déjà à l'époque. Moi, j'ai suivi plusieurs histoires qu'il m'a racontées sur des armes saisies, sur un certain nombre de choses qui mettaient en branle la défense nationale. Et donc, je pense que... Donc, c'est un problème très sérieux. C'est un problème nécessairement très sérieux, puisque c'est l'un des enjeux du ministère des Transports, de tout ce qui est gestion portuaire, aéroportuaire, et même tout le reste, même le transport terrestre, avec toutes les frontières où tout peut entrer, tout peut passer. Donc, je pense que il faut laisser le soin au chef de l'État d'arbitrer. Lorsqu'il y a divergence de ce niveau, je crois que c'est le chef de l'État qui arbitre. C'est lui qui nomme aussi tout ce personnel, tous ses collaborateurs. C'est à lui de décider en dernier ressort. François Vicoro, pour éviter dans cet imbroglio, pour éviter de partir de bras de fer à bras de fer entre membres du gouvernement, entre eux, quelle est la solution selon vous? Que devons-nous faire? Parce que de toutes les façons, le port autonome de Douala, lui, doit fonctionner. Il faut arrêter de mentir au peuple. Si vous êtes un imposteur, ne parlez pas des questions de droit. Ça embrouille le peuple. Que chacun joue son rôle. Moi, je ne peux pas donner raison ou tort. Je vous ai dit que je suis venu ici pour négocier. Que la parole présidentielle soit enfin d'or dans ce pays. Les gens qui doutent, le président envoie son fils, va dire à terre, on dit non, ce n'est pas le président lui-même. Ça ne peut pas marcher dans un pays qui a dans son front nord, Boko Haram. Front est, Salbalak et Seleka, nord-ouest, c'est Amblambo. On doit faire chorus sur la parole présidentielle. Deuxième chose, je dis les institutions doivent reprendre leur rôle. Si les gens savaient que le ministre de la Défense ne fait pas partie du ressort du Premier ministre, on n'aurait pas fait ce débat inutilement. Il ne fait pas partie du ressort du Premier ministre. Les questions de sécurité, c'est en haut là-bas. Entre eux là-bas. Moi, je dis, quand le président... Moi, je ne discute pas. Puisque le ministre en titre de la Défense, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Attention. Donc, il a ses prérogatives à lui qui ne discute pas avec le Premier ministre du gouvernement. Quand vous avez lu la lettre du Premier ministre du gouvernement, moi, j'ai vu beaucoup de prudence dans sa lettre, contrairement à ce que j'entends ici. Lui, il a bien lu le 100%. Maintenant, ça dépend de ce que ses collaborateurs du monde lui ont apporté comme documentation et information. Mais pourquoi en mars 2025, la lettre du chef d'état-major ne faisait pas problème? Moi, j'ai cru que c'était hier. Mais on dit qu'il y a eu des rappels et tout. Il paraît même que l'autre, la deuxième opérateur, là, il travaille. Il travaille. Non, il travaille. Transatlantique. Jusqu'à ce que les douaniers bloquent, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je suis au village, je ne comprends pas bien ces choses-là. Donc, moi, je suis venu ici pour dire, vraiment, on engage un nouveau septennat. L'image de la République est excessivement écornée. Parce que nous expliquons de tout et de rien. On a de la difficulté à remettre chacun dans son domaine précis. Pour que ça marche parfait ici, nous en ferons débat tout à l'heure pour le sujet qui suit. Tout à fait. Ça peut aussi avoir une incidence plus ou moins directe quand les gens ne sont plus sûrs. Dans les tout prochains jours, ça donne des réactions compliquées. Nous en parlerons. Donc c'est pour ça que moi je suis resté ici.
je me résume encore, faisons un effort pour qu'on respecte la parole du président de la République. Elle a commencé pour le cas du Sud en 2011, et Kribi et Bolova, passant par Acom 2, le ministre est encore en fonction, il ne semble pas s'en souvenir. Il y a tellement de choses comme ça là. Aider à Kribi, ça fait près de 5 ans aujourd'hui, les conteneurs tombent. Moi je vois seulement ce doigt-là qui vous intéresse, c'est compliqué. La parole présidentielle, c'est que quand il met un gouvernement en place, il leur donne des missions. La seule manière pour eux de collaborer avec le chef de l'État, c'est de faire leur mission. Coordination et solidarité, c'est la seule chose qui peut sauver le gouvernement des tout prochains jours. Coordination et solidarité, selon François Bicolo, c'est la seule chose qui peut sauver le gouvernement dans les tout prochains jours, ou alors dans les jours prochains. De toutes les façons, merci d'être toujours à l'écoute de votre programme de Expression. Nous marquons une touche pause.